Nous sommes jeudi 28 décembre 2023, plus que 72 heures environ pour passer le cap de 2023. Mais en attendant, c'est l'heure du tribunal de l'actualité. Auditeurs, auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque convocation, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Fava, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, messieurs, bonjour. Pour cette 4e audience, le tribunal de l'actualité auditionne Abdoul Karim Sango. Il est le président du Parti pour la Renaissance nationale parent et ancien ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme. Avec lui, il sera question de sa lecture sur la situation nationale. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette convocation du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Géofava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ici. C'est ce qui s'est passé quand même en Côte d'Ivoire, plus précisément au PTCI RDA, avec l'élection à la présidence de Tidiane Thiam. C'est très intéressant parce que, voilà un visage, peut-être, qui va venir un peu changer la donne dans ce qu'on a ce qu'on a l'habitude de voir dans cette sphère politique-là. On connaît son parcours. C'est vrai que on lui dit parenté à l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Il est le 3e président de ce parti-là. Il vient quand même après quelqu'un d'emblématique, Marie Conan Bédié. Maintenant, il y a quand même dissensions en interne. Il y a de grands noms aussi comme Billon ou Tano qui eux aussi avaient cela dans la ligne de mire. On se rappelle des interviews encore de Billon qui disait qu'il ne souhaitait pas que Tidiane Thiam candidate à la présidence à la présidence du parti parce que traditionnellement le président du parti ne devrait pas être candidat. Bon, mais on espère que maintenant qu'il a la tête, il va savoir taire ça. Partout où il est passé, en tout cas, il a montré de ce qu'il connaît en matière de management, toute sa qualité. Crédit Suisse, il a été au plan, ministre du plan, il a été à la tête du BNET. Partout où il est passé, en tout cas dans les structures, il a apporté sa touche et tout le monde le lui reconnaît. Mais ça, c'est quelque chose. Maintenant, la réalité politique, elle est tout autre. Parce que ça, c'est une arène dans laquelle il faut accepter de prendre des coups et d'en donner. Maintenant, est-ce que sur ce chapitre-là, le monsieur propre, en termes d'image qu'il donne, saura aussi descendre au sens plein du terme dans cette arène-là et puis faire les choses comme il se doit. Mais dans tous les cas, je pense que c'est pour le PDCI un bon point, c'est bien ce que je pense. Et je dis encore, c'est peut-être un visage qui n'est pas si clivant avec tout ce qu'on connaît de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et ceux qui sont les figures emblématiques. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci, c'est vrai qu'on avait enrôlé le sujet de l'Algérie et du Mali, mais j'insiste parce que le Mali et l'Algérie n'ont pas intérêt à avoir des messages, un regard divergent. Quand on voit la passe d'armes diplomatique, la passe d'armes médiatique entre les deux pays, ça n'augure rien de bon compte tenu de cette situation. Donc, l'attitude de l'Algérie condamnée par le Mali, alors que le Mali aussi reçoit dans son palais des gens qui sont recherchés ailleurs, qui sont voulus ailleurs et des gens qui sont soupçonnés de volonté de déstabilisation. Je prends par exemple l'exemple Guillaume Soro. Donc, il y a que les États aussi ont des intérêts. Mais au regard des intérêts, et quand on voit les enjeux qui impliquent au-delà des intérêts personnels et du moment des dirigeants, je pense qu'il faut savoir raison garder et avoir suffisamment de recul et de la sagesse. L'Algérie, c'est un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Quand le Mali avait des difficultés, l'Algérie lui a prêté main forte et avait même interdit, fermé son espace aérien au vol des avions français, militaires français, pour soutenir le Mali. Bon, c'est vrai que si c'est pas gratuit, mais je dis les deux pays n'ont vraiment pas intérêt à trop tirer sur cette corde-là. Ça n'augure
ça n'augure rien de bon dans notre espace sous-région. On a besoin de conforter nos assises, de renforcer nos liens. Vous voyez que quand on suit le communiqué final, le compte rendu final de la visite du ministre nigérien des Affaires étrangères au niveau de l'Algérie, on a l'impression que, comme le dit la chanson, c'est quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Alors que les deux, le Niger et le Mali, sont ensemble dans l'AES. En plus du Burkina. Maintenant, sur la question algérienne, on a l'impression que chacun veut montrer qu'il est plus stratégique auprès de l'Algérie ou auprès de l'autre. Donc, finalement, c'est à quoi est-ce que on joue? Alors que l'intérêt, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas, qu'on puisse contenir l'hydre terroriste. Je pense que les deux dirigeants, les deux pays doivent savoir raison garder, parce que c'est une bagarre inutile, de mon point de vue. Ce que j'avais comme avant-propos. Pour cette 4e audience du tribunal de l'actualité, nous auditionnons l'ancien ministre en charge de la culture et président du Parti pour la Renaissance nationale, Abdoul Karim Sango, et nous évoquons justement la situation nationale. Avant d'aller au fond du sujet, monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Juge Geoffroy Vaha. Bon, question de généralité, je vais prendre peut-être une autre casquette là. Comment se porte le parent? En tout cas, je suis heureux de me retrouver au tribunal. Je voudrais, peut-être avant de vous répondre, d'ailleurs la réponse va se trouver dans ce que je vais dire tout de suite, formuler quand même quelques observations préliminaires que vous appelez ici les avant-propos. Monsieur le Président, vous pourrez témoigner que ça n'a pas été évident que j'accepte venir au tribunal. Mais de façon générale, d'ailleurs, certains Burkinabés ont l'impression que soit en tant que citoyen, soit en tant qu'acteur politique, nous avons déserté l'espace public à un moment donné où le pays a le plus besoin de la contribution de tous ses enfants en termes d'intelligence. C'est pour une simple raison. J'ai observé à un moment donné que nous avons fait le choix de ne pas nous écouter. Chacun est arc-bouté devant ces vérités saintes, sans doute. Et lorsque les gens vous écoutent, ils ont leur réponse dans leur tête. Et lorsque ça ne concorde pas, vous êtes qualifié d'ennemi de tel camp. Ne me situant dans aucun de ces camps, faisant l'effort de mettre l'intérêt général toujours au devant des choses, voulant préserver mon indépendance d'esprit, je me suis dit, bon, autant être utile autrement. Le deuxième élément, c'est que quand même, il y a une décision contestable sans doute qui a suspendu les activités des partis politiques. Et je voudrais d'ailleurs rappeler que c'est le citoyen, l'analyse politique si vous voulez, c'est à ce titre que je vais intervenir ici, parce que la mesure, elle existe toujours. Donc je réponds du coup à la question du juge. Voilà. Les activités des partis politiques étant suspendues, alors le parent observe cette mesure calmement, le temps que ceux qui ont pris la décision estiment que les partis politiques doivent reprendre leurs activités. Deuxième question de généralité. Jusqu'à présent, il y a la question des réquisitions qui est l'actualité. On a vu des OSC, en tout cas, qui ont été concernés par ces réquisitions-là, des personnes aussi, on va dire lambda. Mais pour la première fois, il y a un président de parti politique qui a été touché. Et très récemment, des nouvelles, on parle d'arrestation. Bon, on n'a pas plus d'informations que ça. Beaucoup tirent un peu aussi à boulet rouge sur les partis politiques, disant mais l'un des leurs, cette fois-ci, est concerné par une affaire comme ça et tout le monde se tait. Oui, mais c'est dans la... Je suis dans la même logique. À partir du moment où la mesure de suspension des activités des partis politiques n'a pas été levée par le gouvernement et que les partis politiques ont accepté cette mesure, y compris le mien, ils sont tenus
un minimum de réserve. Alors, cette mesure qui frappe un aîné pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, nous affecte tous. Mais qu'est-ce que les citoyens auraient voulu qu'on fasse? Qu'on fasse des déclarations pour ajouter ce que j'appelle de la tension à la tension? Ou est-ce que, dans une attitude prudentielle, c'est que des leaders d'opinion, ça peut être les partis, ça peut être des hommes politiques, ça peut être des leaders coutumiers, ça peut être des leaders religieux, rentrent en discussion avec les autorités de la transition, puisque c'est eux qui gèrent l'État, pour leur dire, ah, ça n'est peut-être de trop. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de régler ce qui vous semble être des dérives contre la transition? Je pense que l'attitude, en tout cas mon attitude, est dictée par la prudence, qu'il ne faut pas considérer comme étant une sorte de lâcheté, une sorte de faiblesse. Deuxième élément, c'est que bon, tant que vous n'avez pas tous les éléments qui entourent une situation, moi je suis un juriste, nous sommes formés à apprécier les faits. Comme les journalistes d'ailleurs, nous avons ça un peu en commun. Nous n'avons pas tous les éléments. Il faut entendre, il faut attendre du moins que le gouvernement, qui a même la responsabilité de la sécurité de tout le monde, se prononce sur cette question. Troisième aspect, c'est que quand même sur les réquisitions, il y a eu une décision de justice. Et on sait qu'en droit, les décisions de justice s'imposent à tout le monde, surtout à l'État. À partir de ce moment, je pense que ça ne sert à rien. Quelqu'un l'a écrit, on l'a traité sur les réseaux sociaux. On ne viendra pas dire sur tous les plateaux toutes les initiatives que nous développons pour calmer ce pays. Parce que quelqu'un l'a dit tout de suite, notre pays, notre sous-région n'a pas besoin d'ajouter du feu à du feu. Le feu auquel on fait face là, il est suffisant comme ça. Ce qu'il nous faut, vraiment c'est une bonne intelligence, se parler, dire bon vraiment, et la situation est comme ça, voilà ce qu'on attend des uns et des autres. C'est important. Il est évident que la situation sécuritaire requiert beaucoup de responsabilités. J'avais d'ailleurs pris le soin de dire que je ne voudrais pas en discuter. Parce que je n'ai pas tous les éléments. Tout ce que je peux souhaiter en tant que citoyen, en tant que leader, c'est que ce que disent les dirigeants, c'est-à-dire que les efforts qui sont déployés, que ces efforts soient renforcés. Vous savez, les gens n'ont pas de mémoire. Dans mon livre, pour la culture, je plaide. Moi, j'avais déjà écrit que j'étais peiné par cette attitude de certains Burkinabés, pour des raisons qu'ils savent. Qu'en même temps, on souffre sur le front sécuritaire. Lorsque vous lisez certaines interventions, vous avez l'impression que bon, c'est comme si on avait un malin plaisir à mettre nos faiblesses devant l'adversaire. Je dois dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un champion de la transition, mais en tant que citoyen burkinabé, j'aurais souhaité que nos problèmes, que nos faiblesses, nous ne soyons pas les premiers à les mettre en avant. Et l'actualité internationale nous l'indique. Vous savez, ce qui oppose Israël au Hamas, vous savez, selon certaines informations en arrière-plan, c'est pas aussi simple. Pour Sal, c'est ça non, la force israélienne, les pertes en vies humaines et tout ça, mais leur doctrine est claire. Tant que la guerre n'est pas achevée, on ne dit pas tout sur la place publique. Donc de ce point de vue, moi j'avais déjà écrit ça, même sous le gouvernement du président Kaboré. C'est des débats que nous avions menés pour dire non, il faut qu'on change un peu d'attitude. Parce que les soldats là, moi je suis assis devant vous là, il y a mes neveux,
il y a mes cousins, il y a mes frères là-dedans, les VDP là. Donc je souhaite qu'ils aient le moral au beau fixe, mais on est des humains. Ça va, on ne dit pas tout. À titre personnel, je me permettais de le dire parce que c'est important. Quand on voyait les images des attaques de nous sur le terrain et tout ça, moi j'avais interpellé des collègues au gouvernement pour dire que je pense quand même que ce ne serait pas du tout si on ne permettait pas à nos soldats de ne pas aller au front avec les smartphones. Souvent on dit, ah non, vous ne faites pas de propositions, vous critiquez. Mais je dis toujours aux gens, il y a le rôle de l'analyste politique, du conseiller, et il y a le rôle de celui qui décide. J'avais dit non. C'est-à-dire en temps de guerre, il faut trouver les téléphones petits Samsung, voilà, il n'y a pas de caméra. On n'a pas de publicité. Voilà, excusez-moi, voilà. Quand vous partez, le paquet là, on vérifie. Comme à l'internat. Vous savez, à l'internat, nos enfants, quand ils vont, on contrôle. Parce que le port du téléphone est interdit. On contrôle, on enlève, on vous remet avec une puce. Pour que vous restez au moins en contact. Parce que toutes ces histoires-là, même nous-mêmes les pères de famille, ça nous distrait et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire. Tant que nous n'allons pas nous donner la main pour comprendre que l'ennemi est unique, c'est celui qui nous attaque, et que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, la seule alternative que nous avons, c'est de nous donner la main. Et là, je pèse les mots sincèrement. C'est vrai que dans le domaine politique, il faut toujours faire la part des choses entre l'affirmation et l'acte politique que les gens... D'ailleurs, le président attendait de vous un accompagnement sincère. Il avait ajouté ce mot-là, sincère, quand il parlait aux politiques. Oui, je pense qu'on en avait plus ou moins débattu une fois. Je pense que le mot a tout son sens. Quelquefois, il n'y a pas de sincérité chez vous? Non. Ça c'est même une caractéristique de beaucoup de Burkinabés. Hein. C'est-à-dire, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a souvent un écart. Souvent, vous savez, on critique les partis politiques, les hommes politiques, mais je dis toujours, les hommes politiques là, ils ne sont pas attachés à l'air. Ils sont pas. Non, c'est ce que je veux dire. Ils ne sont pas hors sol. C'est des individus du Burkina. Donc, les défauts communs que nous avons là, vous pouvez les trouver chez eux. Sauf que un vrai homme politique, je ne parle pas des orpailleurs politiques, doit être capable à un moment donné de s'élever au-dessus de ce qu'il veut et voir principalement l'intérêt général. C'est qui les orpailleurs? Je suis ça. Vous savez, moi, en février 2022, quelques mois après l'avènement du MPSR2, j'étais avec des camarades. J'ai fait un texte. C'est parce que les gens n'ont pas de mémoire. Vous savez, moi, je suis le bon élève de mon maître. Il y a de la méthode, il y a de la rigueur intellectuelle et morale dans tout ce qu'on fait. Je vous parle du professeur Laurent Badon. J'ai fait un texte pour dire que quand j'observe la situation, parce que bon, il ne faut pas se proclamer analyse politique alors qu'on ne peut même pas voir plus long que le bout de son nez. On doit faire de l'analyse prospective à partir de l'histoire. Si on laisse les choses comme ça, il y a des risques élevés de tentatives de vouloir déstabiliser le régime. Alors que de mon point de vue, ce régime doit être le dernier régime militaire. On m'a traité de tous les noms. J'ai même utilisé le terme, il nous faut un pacte avec les autorités de la transition. Mais moi, je ne connais pas le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a des hommes politiques qui bavardent, qui le connaissent. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu figer comment. Mais c'est en toute honnêteté aimant mon pays. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne suis pas un homme politique qui parle le jour et la nuit fait autre chose. J'ai dit ça, j'ai dit il faut un pacte.
de sorte que les militaires se concentrent sérieusement sur le défi militaire. Je vais terminer. D'accord, allez-y. Et puis, les questions politiques, on crée un cadre pour voir la refondation du pays qui était un élément fondamental. Mais on m'a traité de faire quoi là? Des yeux doux à la transition. Mes propres camarades qui ne m'ont pas compris, je ne les citerai pas, ils m'ont traité. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh Sango, enlève ta bouche dedans. Voilà un acte concret. Quand vous le regardez, moi j'avais déjà vu ça en perspective. Parce que, je le répète, la répétition est pédagogique. Si nous ne faisons pas usage de notre intelligence collective là, ce que moi je sais, j'additionne à ce que tu sais, lui il sait, lui il sait, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. D'accord, on est déjà dans le fond du sujet. Juge Benabougma. Oui, on est déjà dans le fond du sujet. Au siège du MPP, il y a des cadres, des militants qui s'étaient retrouvés pour la permanence, qui ont été interpellés. La suite, on la connaît. Ouaro a claqué la porte du MPP, accusant une trahison. Issa Kalengani fait partie de réquisition. Il y a aussi Ablassé Ouedraogo qui a été enlevé. En tout cas, on n'a pas sa position exacte. Ces personnes sont des hommes politiques. Mais là, on n'entend pas les partis politiques là-dessus. Ne serait-ce que pour s'interroger à travers une déclaration. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais parce que les partis politiques, leur caractéristique principale, c'est de ne pas s'aimer. Mais vous... Non. Et vous, personnellement? Je vous ai dit, je vais être logique. Moi, je ne suis pas... Vous savez, il ne sert à rien de jouer les héros solitaires. Vous savez, moi, je ne suis pas un cascadeur. J'aime le Burkina, mais je m'aime. Très bien. Vous voyez le contexte là. Vous voulez que moi aussi à mon tour, on me prenne à envoyer? Vous avez peur? Mais ce n'est pas de la peur. C'est une saine appréciation de la menace qui est devant vous. Ça n'a rien à voir avec la peur. Pourquoi? Ça va servir à quoi? Une saine appréciation. J'arrive. Oui. Ça va servir à quoi de me mettre là à faire des textes pour critiquer, dire que bon, la transition a fait ceci, cela, alors que je sais très bien que ça va être mal perçu par ceux qui doivent décider que l'on ramène mon grand frère Ablassé, et comment il s'appelle, Issa Lengani, et tout ça. Voilà. Donc, je préfère, comme je dis encore, dans une attitude prudentielle, à partir du moment où même officiellement on a dit les partis politiques, vos activités, on n'en veut pas. Faut pas oublier qu'on nous a présenté comme des sortes de pestiférés dans un mensonge qui a été bien présenté au peuple. On a mélangé tout le monde. Quel mensonge? Mais dans l'opinion là, on a dit que tous les malheurs de ce pays, ce sont les partis politiques. Je ne vois pas moi, Sango Parent là, où je suis assis là, en quoi je suis responsable de quelque chose. Je disais hier dans chez un de vos collègues, il dit mais si tout ce que moi je disais là, écrivais là, si on avait appliqué ça, le Burkina n'allait jamais se trouver là. Là je parle de moi-même. Si tout ce que mon maître là, le professeur Laurent Badou, tout ce qu'il a dit depuis les années 74 en venant là, si les régimes politiques successifs avaient été sincères, honnêtes, appliqué ça, mais le Burkina serait peut-être aujourd'hui comme Singapour. Donc, le parent n'a aucune responsabilité. Ce que je fais, si je connais un ministre, si je connais un militaire, je n'en connais pas trop, ça c'est important, par ce temps qui court, je l'appelle, je dis, ah, mon frère, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de régler ce problème? Par exemple, les gens que vous avez réquisitionnés. Moi, je pense que, par ce temps qui court, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire parce que ça ajoute de la tension à la tension. Je vais être clair. Si vous attendez une déclaration comme ça, principielle, non, le parent, nous, on ne va pas le faire. Voilà. Maintenant, si nous avions un espace informel même, d'acteurs politiques où on se retrouvait de temps en temps, parce que quand même on a des projets pour ce pays, pour réfléchir, je comprendrais.
Oui, mais ces cadres existent parce que Diabré a tenté un regroupement. Vous avez tenté aussi un regroupement avec d'autres partis politiques. Vous étiez en pleine discussion d'ailleurs. Sous le régime de... Quand Damiba était au pouvoir, vous rencontrez également. Donc, il y avait... Ça a même commencé avant Damiba, voilà, le président Kaboré. Exactement. Donc, ça ne veut pas dire que ces cadres n'existent pas. Ces cadres existent. Mon cher, je peux pas... J'aime la vérité, mais il y a une partie des choses qu'il ne faut pas dire. Quand l'heure viendra, vous le saurez. Où sont ces cadres, où sont ces cadres-là? Monsieur le juge, ce sont vos cadres. C'est vous qui les avez cités. Vous pouvez investiguer. Vous les avez, la dernière fois que vous les avez entendus, ces cadres-là, officiellement, c'est quand? Oui, mais justement, c'est que vous avez... Mais il ne m'appartient pas, oui, devant votre tribunal, surtout que il n'y a pas de possibilité d'avoir avec certains acteurs un débat contradictoire, de dire pourquoi ça marche, pourquoi ça n'a pas marché. Vous avez parlé de l'initiative du président Diabré, je souhaite que vous le convoquiez, vous lui demandez mais où est-ce qu'il en est avec? C'est à lui. Moi je ne suis pas au courant de ça. Effectivement nous, avec certains camarades, nous avons essayé. Mais je suis désolé de savoir que bon, nous n'avons pas été capables, malheureusement, d'être le plus efficace possible. D'accord. Quand on aura l'occasion de poser la question à M. Diabré, nous allons poser. Mais quand vous dites nous devons investiguer sur notre plateau, la première source c'est vous. C'est pourquoi je vous pose la question. Oui, mais... Ça participe d'ailleurs de cette investigation. Oui, mais moi je suis votre première source, mais j'ai le droit fondamental aussi de ne pas tout vous dire. Non, on ne vous a pas dénié ça. C'est quand vous dites qu'on n'a qu'à investiguer, alors que vous faites partie d'un cadre formel d'échange qui était institué depuis des années. Je vous ai expliqué que c'est un cadre politique. On ne peut pas en parler comme ça tant que tous les convoqués ne sont pas là. Sinon, ce sera ma vérité contre les autres. Je constate simplement que notre cadre aussi a eu ses insuffisances. Il y a eu aussi le Front patriotique qui a été une autre expérience. Mais le moment viendra où on expliquera pourquoi tous ces cadres ont connu des faiblesses. Au point où on est dans cette situation. Bref, sur les questions de réquisition, moi, ma position est claire. Il y a une décision de justice qui a dit qu'on ne peut pas réquisitionner les gens en raison de l'expression des opinions. Je souhaite simplement que tous les acteurs en tirent les conséquences. Mais quand je dis ça, j'ai dit, quelle est la préoccupation? Qu'est-ce qu'il leur a reproché? Si c'est le fait de mettre en épingle ce qu'on peut considérer comme les fragilités de la transition, mais ça on peut en parler. Par exemple, moi, je ne suis pas favorable à ça. Ça ne date pas du MPSR. C'est une position que je juge responsable. J'estime que je ne dois jamais montrer le village de mes parents avec la main gauche. C'est écrit dans mon livre pour la culture, je plaide. Mais ce n'est pas des questions qu'il faut imposer aux gens. Il faut discuter, il faut négocier, il faut échanger pour les convaincre. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà pour le moment ce que je peux en dire, messieurs les juges. D'accord. Il est vrai que vous avez souhaité ne pas trop en parler, mais il s'agit quand même de la priorité de cette transition. C'est la question sécuritaire. On a annoncé lors du premier discours sur la situation de la nation, nous étions autour de 65%. 6 mois après, on est passé à 0,65%. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites sur cette question sécuritaire-là? En tout cas, moi, je suis prudent. Encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la source d'information officielle, qui est le gouvernement. Et vous avez des activistes, je vais les appeler comme ça, qui ont leurs informations. Moi, je préfère croire en ce que le gouvernement dit. Ils ont dit qu'on a 65%. J'avais déjà dit ça quand le Premier ministre Kelem avait évoqué ça. J'ai dit, mais avec ça, en fin décembre,
parce qu'il avait dit ça au mois de février. Si mes souvenirs sont bons, je pourrais aller boire mon coca à Djibo. Maintenant, il se trouve que quand on est arrivé en octobre, là, il a dit qu'on est autour de 65%. Ça veut dire que, bon, en dépit des efforts, en fait, la capacité de contrôler l'intégrité du territoire, il y a encore des défis et il y a des efforts à faire. Moi, je préfère, de mon point de vue, croire à ça. Je constate, comme tous les Burkinabés, ce matin, j'écoutais votre émission, que le tribunal de Dori a rouvert. Parce qu'il y a longtemps, je me mets à la place des citoyens là-bas. J'estime que c'est des efforts appréciables. Mais ma doctrine n'a pas changé. Cette crise-là, elle est multidimensionnelle. Elle est très complexe. Pensez que comme ça, on peut, en un coup de baguette magique, régler ça. Si on est honnête, on doit dire que ce n'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'encourager. Je note, ce n'est pas la première fois que je dis, qu'il y a du volontarisme. La transition, là, le MPSR2, ils mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est déjà appréciable. Maintenant, moi, je ne suis pas un stratège militaire. Mais ma conviction, je l'ai écrit dans mon livre aussi. Et je vois que ça commence à être repris. Cette guerre va être difficile à gagner. Essentiellement sur le front militaire. À partir des expériences. Je rappelle que l'Afghanistan, c'est loin d'ici. Il y a un auteur qui a écrit un livre, le Sahel. En fait, son idée, Serge Mikhailov, son idée c'était qu'il faut que les États du Sahel tirent les grandes leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan. Les Américains ont investi 2131 milliards de dollars. Je ne sais pas si on peut même traduire ça en francs CFA. Ils ont échoué, ils ont fui en plein midi, abandonnant les Afghans à leur sort. Et le président Obama, dans l'un de ses derniers livres, a confessé qu'ils n'ont pas écouté les conseillers stratégiques là, qui leur avaient dit vouloir aller affronter ces gens-là, comme ça, il y a des risques qu'on ne gagne pas. Moi, je pense que nous avons beaucoup de leçons à tirer pour nous réorganiser. Je pense qu'il faut utiliser, par exemple, encore une fois, beaucoup les ressorts culturels. Je pense, comme beaucoup de Burkinabés, qu'il y a des gens à qui on a vendu de l'illusion qui se sont retrouvés dans cette situation, sur lesquels il y a un travail à faire. Vous savez, moi, en tant que ministre de la Culture, j'avais fait la conférence, j'avais organisé la conférence des ministres du G5 Sahel, avec pays observateur, le Sénégal, pour voir comment la culture pouvait être utilisée. Les Mauritaniens m'ont dit clairement, le ministre mauritanien m'a dit, monsieur le ministre, voilà le chemin que nous on a utilisé. On a utilisé, là-bas c'est le ressort religieux, pour déconstruire le discours des extrémistes. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille davantage sur ces leviers. Le deuxième aspect, vous parlez de l'Algérie. Ce jour-là, Mousbila Sankara a dit à la conférence qu'on ne peut pas avoir la paix au plan géopolitique dans ces espaces sans la contribution de l'Algérie. Mais n'oubliez pas, quand j'étais ministre de la Culture, c'est la première fois que l'Algérie a joué un grand rôle dans l'organisation du FESPACO. J'ai fait exprès. J'ai fait venir le ministre algérien de la Culture. Il était là, au nom de l'ancien président. On a eu des échanges avec le chef de l'État, où il a dit clairement
nous sommes prêts à partager notre expérience. Moi, c'est ça mon rôle. La suite là, je ne suis rien. Je suis un simple petit ministre en charge de la culture. Qui, dans le dispositif même, si ce n'est pas maintenant, dans l'histoire, je profite là, féliciter mon jeune frère, là, lui au moins il est devenu ministre d'État. Et je pense qu'il le mérite amplement, c'est très bien. Il va, bon, si ça permet de faire monter un peu plus la culture dans l'imaginaire des Burkinabés et tout ça, ça va être une très bonne chose. Donc voilà un peu, il y a après les questions de développement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais lu l'accord d'Alger. Quand il a commencé à voir la zizanie là, moi je n'avais jamais vu. Je suis allé prendre l'accord d'Alger. De 2013. C'est là que j'ai compris que le ministre des Affaires étrangères du Mali, la Diop, c'est un vieux ministre. C'était rompu à la diplomatie. C'est lui qui avait signé. Il était ministre des Affaires étrangères de Ibeka. Mais je ferme cette parenthèse. Mais le diagnostic a été fait, clairement, sur les vraies causes et sur les vraies solutions. Parmi les causes, c'est le respect de l'identité culturelle, parce que... Et puis les questions de développement. Après, je me suis dit, mais, Pati Sankara, si on avait appliqué ça, je me suis dit, il y a quelqu'un qui n'a pas joué son rôle dans cette affaire. Monsieur le ministre, vous étiez dans un gouvernement sous le Kabouré. Tout ça, vous l'aviez su? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, je l'ai su. C'est quoi? Bon, mon type, ça fait... excusez-moi, monsieur le juge, ça fait 3 ans que le président Kabouré n'est plus là. Que notre gouvernement n'est plus là. On ne peut pas... Mon livre en parle. Tout ça, on en a parlé. En tout cas, moi, à titre personnel, j'en ai parlé. Mais vous voyez, c'est indécent de venir m'asseoir. Vous savez, moi, je n'aime pas tirer sur les ambulances. C'est pas bon. Ce qu'il faut, ceux qui ont pris le pouvoir, en disant qu'il y a eu des faiblesses, ils n'ont qu'à simplement tirer les leçons. Il y a la mémoire. Par exemple, ce que moi j'ai fait là, le ministre Jean-Emmanuel, c'est un ami. Il nous avait même convoqué en tant que ministre. On peut en discuter. C'est pas parce qu'on n'est plus ministre, on n'est plus dans les positions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On donne des conseils, on donne des inputs. Et ce que je suis en train de dire là, il y a des idées dedans. Il faut prendre et mettre en application. Sinon, je viens dire ici, pourquoi ça n'a pas été fait avant, ça va nous changer en quoi? Mais au moins, les éléments existent. Et moi, j'ai fait un livre qui a été transmis à tout le monde. Alors, allez-y. Oui, bon, je vais partir sur un point. C'est vrai que la question de la révision de la Constitution, c'était dans les tuyaux depuis. Voilà. Aujourd'hui, on a vu les décisions les propositions qui ont été, les décisions qui ont été prises. On a vu les grands changements sur l'élection, par exemple, de langue nationale en langue officielle. Il y a eu des décisions qui ont été supprimées. Bon, le point justice, là, je ne sais pas si on commence maintenant, on va terminer, mais je vais préférer qu'on, peut-être pour les autres changements, hormis ce qui concerne la justice, quel a été votre regard? Bon, d'abord, globalement, ce qui me pose problème, c'est la forme. Okay. C'est la procédure. Vous savez, les juristes que nous sommes, nous avons une phrase fétiche. La forme tient le fond en l'état. Vous pouvez tout faire, mais si vous ne mettez pas la démarche, ça pose problème. D'abord, moi je suis surpris qu'on parle de révision constitutionnelle. Alors que le plan de stabilisation de la transition là, parle de nouvelle constitution. Jusqu'à cette décision du Conseil des ministres, tout le discours officiel, c'est changer, c'est-à-dire le passage à une nouvelle constitution. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé brutalement pour qu'on parle de révision constitutionnelle. Bon, c'est vrai que je ne suis pas, mon avis n'est pas très important, mais je me considère... En tant que citoyen, votre avis compte? Non, au-delà, je me considère quand même
comme faisant partie des Burkinabés qui, d'un point de vue théorique, au plan de la Constitution, ont des choses importantes à dire, et d'un point de vue pratique. Ce qu'on veut écouter d'ailleurs maintenant. Alors, qu'on fasse une révision, j'allais dire un peu en catimini comme ça pose problème. D'abord, il faut qu'on dise pourquoi on est passé d'une réforme globale, plus substantielle, à une réforme à minima. Sans oublier les difficultés juridiques que ça pose. Justement. Puisqu'au plan du droit constitutionnel, ça même, on n'a pas besoin d'aller à l'université de Ouagadougou pour le comprendre. C'est pour ça que je suis venu avec la Constitution. Là, je fonctionne comme mon camarade, le ministre Bassolma. Vous savez, il aimait venir avec des éléments de preuve. J'ai appris cette pédagogie avec lui, c'est une très bonne chose. Article 165, alinéa 2. Aucune procédure de révision ne peut être engagée, c'est ce qu'ils font, ni poursuivie. Donc si ça veut commencer, en cas de vacance du pouvoir, pendant la durée de l'état du siège ou de l'état d'urgence, et lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Il n'y a pas de vacance du pouvoir. C'est clair, le président est là. Il se bat bien, comme il peut. Il n'y a pas d'état de siège, mais c'est comme si il y en avait. Quand vous regardez certaines mesures de restriction des libertés, parce que c'est un concept de droit administratif. Mais l'état d'urgence, c'est clair et net. Il est décrété dans beaucoup de régions de ce pays à juste titre. Mais mieux, il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Au moins dans 35% du territoire, puisque 65% sont sous contrôle. Donc ça veut dire, et ça c'est du français même, c'est pas une affaire d'interprétation, parce que nous on a des techniques, on va dire interprétation téléologique. Alors, moi je suis surpris quand même qu'avec cette disposition, on parle de procédure de révision de la Constitution. Surtout que quand même, le Premier ministre, c'est un éminent juriste, avocat, publiciste, un peu comme moi, mais tendance droit international. Il m'a enseigné les TD, même s'il ne m'a pas enseigné directement. Quand j'étais étudiant, il donnait les TD à la faculté de droit de Ouagadougou. Maître Edasso, mon jeune frère, c'est un brillant avocat. Ah, mais le ministre de l'administration, c'est un des meilleurs magistrats de notre pays. Le ministre Bassolma, c'est quand même, il a une grande culture pour avoir été un acteur de premier plan d'une insurrection. Moi, je suis surpris. Sans oublier les conseillers, hein, et autres, officiels, officieux. Je suis surpris que tout ce monde ait laissé ce dossier être adopté en Conseil des ministres. C'était très simple. Il fallait simplement, peut-être que le président, et je ne vais jamais situer sa responsabilité par rapport à un truc comme ça, parce que lui, ce n'est pas son domaine. Le président a eu l'idée, sans doute, puisqu'il en parle. Mais il appartient aux techniciens du droit de dire au président, et nous l'avons vécu souvent sur le président Kaboré, de lui dire vraiment, on va se créer des problèmes inutiles. Mais donc, globalement, je ne vois pas constitutionnellement, même si, bon, on peut penser qu'on peut faire un passage en force, mais c'est un passage en force qui ne sert à rien. Vous n'avez pas été surpris de voir que les Maliens... Je disais que c'était dans les tuyaux depuis Roch Kaboré. La question, oui, la question de l'intégrité du territoire, c'est pas aujourd'hui. Donc, c'est un élément qui avait valeur aussi en son temps. Mais observez bien. Alors qu'il aurait pu être adopté quand vous étiez en gestion. Observez bien les 6 ans du président Kaboré. Vous allez voir,
il n'y a pas eu de révision constitutionnelle. Observez bien. Pourquoi? Parce que, effectivement, cette disposition ne permettait pas. En revanche, c'est qu'il y a eu, le président Alidou était le président de la commission constitutionnelle, paix à son âme, le professeur Luc Maurice Ibriga était le rapporteur général, moi j'en étais un des membres. Le président Kaboré a eu l'idée de soumettre au Burkinabé un projet de nouvelle constitution, exactement comme c'est écrit dans le document de la transition. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. Moi, par exemple, pour prendre toutes mes interventions, le projet de constitution qu'on a écrit là, d'ailleurs, ils reprennent. On n'est pas dans le fond, hein, parce que bon, c'est pas la peine d'examiner le fond. Si la forme même, il y a un problème. Mais on reviendra, si vous voulez, plus tard sur... mais moi, le projet de constitution qu'on a rédigé là, c'est un des meilleurs que vous puissiez trouver dans la sous-région africaine. D'ailleurs, les Maliens se sont inspirés pour beaucoup de ce projet de constitution. Donc, quand le MPCR 1 est arrivé, je vous dis un secret. L'ancien Premier ministre, Albert, il m'a envoyé un soir un message pour me dire, ah, mon frère, c'est un camarade, on a tous fait un peu les trucs de la NEB, que j'ai appris est-ce que tu peux me donner la constitution, le projet de constitution? Je ne me suis pas contenté de lui donner le projet de constitution. Je lui ai donné le rapport général, donc avec tous les détails. Mais je pensais qu'il allait m'appeler pour dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut faire? Zéro. Quand le MPCR2 est arrivé, je me suis dit, c'est même pas la peine de faire des tournées, puisque tout ce travail avait été fait. Quand vous voyez l'élargissement, pour parler de la justice là, si vous prenez le projet de constitution, c'était d'ailleurs dans ma commission, puisque j'étais le président de la commission judiciaire. Vous parlez de l'élargissement du Conseil supérieur de la magistrature. Du Conseil supérieur de la magistrature, c'était là. Mais on ne dit pas quel est le raisonnement qui a prévalu à ça. C'est ça l'essence des travaux préparatoires pour que le peuple comprenne que non, c'est pas parce qu'on veut contrôler ceci ou cela. Mais vous savez, vous connaissez le pays. Depuis les indépendances, j'observe que chaque régime qui vient pense que le pays commence avec lui. Il faut mettre tout le monde à droite ou à gauche. Non, un pays, c'est la mémoire. C'est pas parce qu'on était là-bas qu'on n'est pas des Burkinabés. Très rapidement, justement, on avait une émission d'ailleurs avec vous qui n'avait pas eu lieu compte tenu des événements à un moment donné. C'était de dire, c'était de savoir. On entend dire, on veut une constitution basée sur nos valeurs culturelles, traditionnelles. Comment est-ce que ça c'est faisable? Je parle ici maintenant en tant que parent, entre guillemets. J'entends des gens dire qu'ils n'aiment pas le mot endogène. Mais je ne sais pas si on a fait les mêmes écoles. Mais le mot endogène a tout son sens. J'ai fait un écrit il y a quelques jours. Le mot endogène n'est pas né avec la transition. Il faut respecter quand même les gens. Cette transition a le mérite de poser le vrai problème. Ils peuvent se tromper sur la démarche. Et je pense que sur la démarche, ils font beaucoup d'erreurs. Mais ça, c'est un autre problème. Moi, je suis favorable à la rédaction d'une constitution fondée sur notre histoire, sur nos valeurs. Parce que la constitution française, là, ce n'est qu'une codification de leur histoire et de leurs valeurs. Comment c'est possible? La constitution américaine... Non, mais c'est possible, c'est simple. Je vous donne des exemples. Par exemple, quand vous regardez la structure, le modèle d'État que nous avons, vous savez qu'un des grands problèmes des États africains, c'est l'État unitaire, l'État de type napoléonien que la France nous a légué. J'ai lu les mémoires de comment ça s'appelle, De Gaulle. De Gaulle, vous savez, l'indépendance là, c'était piégé. Mais je ne parle pas comme les panafricanistes 3.20 quoi là. Je ne parle pas de ça. Moi, on n'est pas dans la même veine.
Mais dans moi je lui dis De Gaulle, il y avait des pièges. De Gaulle savait que les institutions là, nous n'étions pas faites. Notre histoire ne nous permettait pas de les abriter. Je vous donne des exemples simples. Quand on dit constitution endogène, on n'a pas dit de venir écrire qu'on va aller prêter tellement sur les fétiches. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça veut dire que ce sont les ennemis de l'Afrique, je les appelle comme ça, entre guillemets, qui veulent banaliser ça, qui présentent des choses comme ça. Mais je vous donne des choses simples. L'élection du président, le modèle d'État, si on veut une vraie décentralisation qui nous permettra, je disais hier à quelqu'un, le Burkina là, il faut séquencer ça en de grandes régions de développement. Avec des gouvernements locaux, les local government. Maintenant, il faut réfléchir à la qualité des ressources humaines. Parce que un des drames que nous avons, c'est que au plan technique et au plan moral, surtout au plan moral, il y a beaucoup d'élites qui ont des problèmes. Mais c'est dans la Constitution qu'il faut régler ce problème. C'est ça que j'appelle en partie une constitution endogène. On parle le problème de la Haute Cour de justice. Moi, ça me fait rire. Tous ceux qui ont écrit la Haute Cour de justice, là, ils savaient très bien que ça ne pouvait pas marcher. Comment, dans des démocraties de type tropicalisé comme les nôtres, voulez-vous que les juges de la Haute Cour de justice soient issus principalement du parti dont relèvent les ministres? Vous pensez que les Africains distinguent entre je suis député, je suis indépendant et je suis du gouvernement, je suis... C'est pas vrai. Conséquence, la Haute Cour de justice, depuis que ça est là, ça n'a jugé pratiquement aucun dossier. Donc, il fallait avoir un système à partir de nos réalités qui permet d'avoir une sorte de tribunal qui règle ce type de questions. Troisième problème, de mon point de vue, qu'on n'a pas suffisamment bien réglé, dont on parle depuis longtemps. Vous savez, en Afrique, c'est la présidence. Bouya, bouya, bouya. Tout le monde veut être président. Parce que le président, on lui a donné des super pouvoirs. C'est un abat sans les valeurs de la tradition, malheureusement. Parce que quand vous prenez la tradition, il y a un équilibre qui est créé. Il y a une belle formule de Passeré là. Il dit que le chef, le roi règne et la coutume gouverne. Vous n'avez pas cet équilibre. C'est-à-dire qu'on a des monarques pratiquement à la tête des États africains. Donc une constitution doit, à partir de notre histoire, à partir de nos habitudes, dessiner un portrait. Voilà. Donc, moi, pour dire clair, et c'est pas nouveau. Souvenez-vous, sous la transition de 2015, il y a eu 2 projets de nouvelle constitution dans lesquels moi j'ai travaillé. Un projet de l'Assemblée de transition, un projet du gouvernement à travers la commission qui a fait un excellent travail, Monseigneur, la commission de réconciliation. Donc je suis surpris que on peut avoir des problèmes. J'ai dit à un des juristes là, j'ai dit, mais toi là, tu étais avec moi à la commission constitutionnelle, non? Pourquoi maintenant que le MPC2, souvent quand les gens reprochent aux intellectuels de ne pas être honnêtes, là c'est ça. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais le principe d'une nouvelle constitution, moi je suis favorable. Mais pas dans les conditions que eux ils sont en train de faire. D'accord, nous parce sommes en que train de déborder du temps. Ok, d'accord. Juste une dernière réaction par rapport à un sujet. Au vu du contexte sécuritaire, les différents pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, se sont retrouvés autour de l'Alliance des États du Sahel. Très rapidement, quelle est votre réaction? Mais je voulais, au fond même déjà, par exemple sur la justice, vous avez vu les 2 arguments. 1, le CSM doit donner son avis obligatoire. Ça n'a pas été fait. 3, vous ne pouvez pas dire que vous allez mettre le même nombre de juges. Non. Nous, on avait proposé à l'époque un nom. La présidence du CSM, je ne veux pas donner mes propositions parce qu'après les gens vont prendre ça. Mais bref, on ne peut pas faire l'élection comme on l'a scellé. Mais la reconnaissance du parquet au ministère, ça aussi c'était dans vos propositions ou bien ça c'est le MPS2 qui l'a? Le parquet ne doit pas vassaliser, enfin, le ministère ne doit pas vassaliser le parquet. Mais, là où je suis d'accord,
il faut qu'il y ait une complicité entre le parquet et le ministère de la Justice. Parce que le parquet représente. Ça, je suis d'accord. Mais il faut écrire ça dans les vrais termes. Bref. Sur l'AES, à l'époque, j'avais critiqué la question de la fédération. Quand le Premier ministre en avait parlé. Mais l'AES, c'est une excellente initiative. Puisqu'il s'agit de mutualiser nos moyens pour faire face à un obstacle. Moi, tout ce que je souhaite, il ne faut pas multiplier les objectifs. N'était-ce pas la même idée avec le G5 Sahel dont vous parliez tantôt? En fait, au lieu du G5 Sahel, et d'ailleurs, à l'époque, j'avais formulé ces observations. Mais la France, pour des raisons qui lui sont propres, voulait son G5 Sahel. Donc l'AES, il faut limiter son champ, effectivement, à cette guerre contre le terrorisme. C'est une question d'ailleurs que j'avais posée au président Kaboré. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure, quand on va être ensemble. Pourquoi ça n'existait pas? Les téléspectateurs et auditeurs ont également envie de connaître. La mutualisation, en tout cas, c'est une bonne initiative. Maintenant, les questions de monnaie, les questions de... Moi, je vous dis, ma position est claire. L'avenir du Burkina, l'avenir du Mali, l'avenir du Niger se conjugue dans la CEDEAO. Mais dans une CEDEAO réformée substantiellement. Comme on dit là, dans une CEDEAO véritablement des peuples. Dans l'Union africaine. Dans une bonne collaboration intelligente avec les Nations Unies. Le reste là, bon, ça peut permettre à des gens de dire des choses, mais je ne crois pas. Donc, moi, je félicite les initiateurs. Alors maintenant, vous soulevez très bien des contradictions à peine commencées avec le problème de l'Algérie. Voilà. Mais, vous voyez, voilà, tout ça, c'est révélateur qu'il y a du travail qui doit être fait pour harmoniser un certain nombre de choses, quoi. Voilà. Point final pour cette 4e audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions Abdoul Karim Sango, président du Parti pour la Renaissance nationale et ancien ministre en charge de la culture. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le juge. Je voudrais profiter et souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Que l'éternel des armées, les gens n'aiment pas qu'on parle des croyances, apporte la paix et la sécurité au Burkina, qu'il protège nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, et qu'il y ait beaucoup plus de cohésion et d'unité entre nous dans ce pays. Merci, juge Bena Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.